Bonjour à tous, bienvenue à nos ateliers Bellara. Et aujourd'hui, on va commencer l'année avec un premier webinaire donc, sur la thématique de la dématérialisation. On va rester environ une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble. Et je vais vous demander de tester votre audio et votre vidéo, de nous faire un retour par chat, donc pour voir si tout fonctionne bien. Donc Patrick Beau va vous faire cette présentation, le directeur des opérations à Bellara. Et il vous fera une web démo donc sur EIS6 de l'éditeur de Neoledge. Voilà, Patrick, je te laisse la main pour débuter ce webinaire. Merci Sarah, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être vous êtes connectés en cet après-midi. C'est le premier webinaire de l'année. On en fera au moins un tous les mois, donc sur des thèmes variés et différents au regard de notre offre. Donc aujourd'hui, la dématérialisation. Comment réussir son projet de dématérialisation et comment aborder la composante conduite du changement qui est inhérente à tous ces projets. Rapidement, donc on vous présentera les enjeux de la dématérialisation, du moins la vision que l'on a nous au regard de notre expérience, les concepts et les outils. On fera une illustration d'un cas d'usage qui permet de mettre en pratique les différents concepts que l'on aura vus plus haut. Alors, comme je disais, on a aujourd'hui les projets de dématérialisation au sens large rentrent dans le cadre de tout projet de type transformation numérique. On a une grosse quinzaine d'années d'expérience dans ce monde-là. On a vécu les balbutiements de la transformation numérique, du moins des nouveaux outils de collaboration et des outils collaboratifs au sein des entreprises. Ça s'est largement à la fois démocratisé, diffusé et généralisé dans les entreprises aujourd'hui, mais même si la démarche vers cette transformation numérique est très active, aujourd'hui on se rend compte que le facteur humain, le facteur organisationnel sont autant de freins pour vraiment la généralisation de ces outils et du moins le fait qu'on puisse en tirer toute la quintessence. Donc on a nous développé tout un catalogue d'offres et de compétences autour d'un catalogue d'offres qui nous permettent d'aborder les différents outils. On travaille pour des collectivités territoriales ou des entreprises du privé sur tout un ensemble de processus de dématérialisation qui sont très variés, on le verra tout à l'heure. Alors un projet de dématérialisation, comme je disais, c'est indissociable d'une démarche de transformation numérique. C'est un passage imposé aujourd'hui de par la pression concurrentielle, mais aussi l'écosystème qui ne reçoit plus aujourd'hui tout un chacun. On a tous dû cocher par là la case comme quoi on ne veut plus recevoir les factures papier de nos opérateurs téléphoniques ou autres, mais qu'on veut les recevoir par mail. C'est la même chose pour les entreprises. Et les organisations du travail s'étant largement orientées vers plus de responsabilité, d'autonomie et de mobilité des collaborateurs, il faut pouvoir leur amener l'information et pouvoir répartir toutes les tâches de suivi d'un process documentaire ou d'un process d'organisation avec des gens qui ne travaillent pas forcément sur le même lieu de travail, pas forcément en même temps, pas forcément avec les mêmes médias ou les mêmes postes de travail. Alors ce passage obligé, il faut le remplacer par une opportunité pour toute organisation, qu'elle soit collectivité territoriale, entreprise privée, mais c'est au sein même d'un service, parce que c'est l'occasion et l'opportunité de s'adapter et de moderniser l'organisation autour de nouveaux services, autour de nouvelles visions du métier, et de gagner en valeur ajoutée vis-à-vis de ces tiers ou de ses collaborateurs, des clients, des fournisseurs, mais aussi des collaborateurs. On a collaboré cet automne avec la DFCG, qui est la direction des contrôleurs de gestion et des directeurs financiers, à laquelle d'ailleurs je suis membre, sur un dossier qui mettait en place la mise en œuvre de la transformation numérique de l'entreprise. Et d'ailleurs, je vous invite il est en ligne sur notre site et on pourra l'envoyer aux participants, mais à découvrir ce dossier qui met en place quel projet pour la gestion numérique, à l'ère du travail numérique, comment envisager ces aspects-là, les innovations dans les PME, PMI, tout un ensemble de domaines sur la transformation digitale, sur la relation, quelques exemples avec des coopératives ou même coopératives in vivo dont on parlera, et puis dans l'industrie, comment ça peut se positionner dans le cadre par exemple de l'industrie du futur, qui est un programme sur la Nouvelle-Aquitaine qui est porté par la région. Donc on est intégré dans cette démarche-là au cœur des préoccupations des entreprises, et la composante humaine, conduite du changement des hommes et des femmes dans l'entreprise autour de ces nouveaux outils est indispensable pour pouvoir
pouvoir repenser les procédures souvent manuelles, pour pouvoir repenser les processus qui vont être beaucoup plus transversaux qu'ils ne l'étaient auparavant, qui peuvent impliquer beaucoup plus de gens dans l'entreprise, ou du moins beaucoup plus de personnes, au sens beaucoup plus de profils de personnes, de profils de métiers dans l'entreprise, pour avoir une prise de décision qui est beaucoup plus contextuelle, beaucoup plus circonstanciée. Donc bien sûr, les enjeux de la démarche, c'est la réactivité et la souplesse. Donc réactivité parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que la personne revienne de déplacement. Souplesse parce qu'on peut modifier ou interagir avec un workflow plus rapidement, voire même solliciter des compétences ou des expertises complémentaires dans l'entreprise pour aider à une prise de décision, quand bien même l'intervention d'un expert n'était pas prévue initialement dans un workflow, et tant mieux, parce qu'il n'y a pas forcément tout le temps besoin de solliciter toutes les personnes pour avoir une prise de décision. Et c'est vrai que jusqu'à récemment, quand on mettait en place des processus dans l'entreprise, on était obligé de modéliser tous les cas particuliers dans le processus pour être sûr de ne pas passer à côté d'une étape de validation. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des outils de processus de validation ou de validation ou de constitution même d'un dossier qui sont beaucoup plus souples. C'est-à-dire qu'on va laisser plus d'initiative au discernement et de discernement aux personnes, et faire confiance au discernement des personnes pour qu'elles-mêmes puissent aller chercher l'information complémentaire qui leur permettra de prendre une décision, plutôt que de systématiquement passer par un expert, par exemple, qui va valider une proposition commerciale, alors même que dans 80% des cas, la proposition commerciale, si c'est ça qui doit être validé, sera conforme à tout ce qu'il faut. Par contre, que le directeur de l'avant-vente qui regarde son dossier et se dit non, là j'ai un doute, il faut que j'aille chercher l'expert, à ce moment-là, il va le faire avec beaucoup plus de discernement et de précision, et donc quand il sollicitera la personne, ça aura beaucoup plus de poids et la personne sera beaucoup plus concentrée plutôt que si elle valide 80% de ses tâches à l'aveugle, parce que de toute façon, elle sait que globalement ça passe, etc. Donc cette notion d'interaction, de construction et d'aménagement du workflow en fonction du contexte et des spécificités de telle ou telle information est essentielle aujourd'hui pour impliquer, partager en temps réel, mettre en place des procédures harmonisées, mais pas rigides, pas d'une manière rigide, d'une manière rigoureuse. Et j'aime beaucoup cette notion d'alternative entre la rigueur et la rigidité. On le disait, les domaines d'application, ils sont largement pluriels dans l'entreprise, et ça va toucher les clients, les fournisseurs, les achats, les offres, la candidature, et on se rend compte qu'un même process peut avoir une implication ou peut être conditionné par tout un ensemble de process en amont ou en aval, ou des processus parallèles. Donc l'organisation et la modélisation des processus métiers est un facteur clé aussi dans la prise en compte d'une démarche, ne serait-ce que pour prioriser les différents projets. Gérer le multicanal, aujourd'hui on ne peut pas imaginer un projet de dématérialisation sans intégrer, sans y associer la mobilité, mais aussi tous les documents qui arrivent dans l'entreprise de manière déjà dématérialisée et qui va falloir traiter et capter. Et aujourd'hui on sait qu'on a une masse d'informations énorme dans les mails, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des informations dans un document particulier, mais un mail, dans le corps du mail il y a des informations, et dans toutes les pièces rattachées aussi, et tout ça comment donc gérer cette masse d'informations naturellement, et comment stocker, centraliser cette masse d'informations, c'est très compliqué aujourd'hui, parce que l'enjeu, c'est de capter les données qui vont être à la fois dans le corps du mail, à la fois dans les pièces rattachées à ce mail, pour pouvoir déjà constituer ou alimenter un formulaire de métadonnées qui va permettre de prendre une décision d'une manière plus simple. Et enfin, il y aura la partie gestion documentaire, parce que, une fois qu'on a pris les décisions, ne serait-ce que pour maintenir une piste d'audit fiable, il va falloir retrouver à tout moment les documents, et donc pouvoir remobiliser l'information source à partir de laquelle une décision a été prise. Donc tous ces domaines d'application très orientés utilisateurs nécessitent la mise en place de tout un ensemble de fonctionnalités spécifiques qui vont permettre de gérer le contenu, de collaborer, de superviser pour pouvoir garantir la fluidité des processus, l'intégration pour intégrer les données et les éléments de décision dans l'ERP pour déclencher des processus à ce moment-là de gestion purement, et non plus simplement des processus d'organisation, de validation ou des processus documentaires. Et enfin, j'aurais dû démarrer d'ailleurs par la capture des informations qui viennent des emails ou des documents papier ou mails qui ont été reçus, pour pouvoir gérer le contenu, collaborer dessus, superviser la fiabilité et la prise de décision,
et une fois que c'est fait, intégrer donc les données dans le RP. Il est évident que au-delà donc de ces larges domaines d'application, de ces fonctions spécifiques, on se rend compte que la vision pour mener un projet, la vision métier et une vision métier transversale est essentielle pour la prise, pour le lancement et l'initialisation d'un projet. Parce que, comme on le voit là sur ce schéma, on parle beaucoup de dématérialisation de factures, mais dématérialisation de factures, bon, ça c'est factures entrantes ou sortantes, donc déjà ça peut être deux types de processus différents. Comment on va pouvoir gérer la réception, la validation, le traitement. Mais pour traiter le traitement, ça peut être important de savoir l'historique de la demande d'achat qui a justifié les opérations qui ont elles-mêmes été validées pour pouvoir déclencher la facture par le fournisseur. Et le cycle de validation d'une facture va nécessiter des informations qui peuvent être largement en amont de la prise de décision. Ou si je dois faire une piste d'audit d'une facture, eh ben, ne serait-ce que de savoir pourquoi je reçois une facture et que l'appel d'offres a bien été comment dire, organisé d'une manière rigoureuse et ouverte, que la validation de cette dépense a bien été a suivi un circuit conforme à la procédure mise en place. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Et il y aura naturellement des connexions avec les applications métiers, ne serait-ce que pour créer un attendu de réception par rapport à une demande d'achat, ou de pouvoir préenregistrer dans la comptabilité l'écriture afin de pouvoir la valider et l'enregistrer plus rapidement, par exemple. Inévitablement, quand on a une facture, s'il y a une litige, il faut qu'on puisse gérer cette notion de litige, et la réponse à un litige nécessitera bien sûr des éléments qui peuvent revenir de l'achat du devis, parce qu'il peut y avoir un écart entre le devis et les factures, mais aussi la gestion d'un litige va nécessiter de mobiliser tous les acteurs qui ont été impliqués, que ce soit dans le cadre de la demande d'achat, que ce soit dans la validation de la livraison, que ce soit une livraison de prestation de service ou une livraison de matériel, qui justifie éventuellement un litige qu'on a mis sur la facture. Je disais tout à l'heure qu'on pouvait illustrer un cas. On se rend compte qu'on a travaillé avec InVivo. InVivo, c'est le plus gros groupe coopératif en France, leader sur le marché à la fois de la collecte de céréales, du trading de céréales au niveau international, mais aussi de la gestion des approvisionnements. Et InVivo, qui est une marque qui n'est pas forcément très connue en dehors du secteur de l'agrofourniture pure, mais est connue du grand public parce que, par exemple, tout ce qui est les magasins gamme vert et Jardiland, très prochainement, ont été rachetés ou seront rachetés très prochainement ou viennent d'être rachetés par le groupe InVivo. Ça, ce sont des marques grand public qui sont connues. Aujourd'hui, InVivo, et donc le projet a été géré avec M. Nicolas Chavaroche, qui est en charge de tous les projets finance. Donc, on a mis en place un projet très ambitieux dans le cadre d'une démarche de transformation numérique, un projet très ambitieux autour d'une gestion électronique de documents pour gérer 3 grandes fonctions. Donc, dématérialiser toutes les factures entrantes, gérer tous les flux courriers, parce que dans tous les flux courriers qu'il y a, dans un courrier, à la fois, bien sûr, des éléments liés à des factures que l'on va éventuellement recevoir, mais aussi des éléments constitutifs de la commande, ou des éléments de litige qu'il peut y avoir par rapport à ça. Donc, de pouvoir initier le traitement de la facture à partir de certains éléments de courrier qui sont faits. Et puis, la dématérialisation des flux GED transverses, justement, pour constituer des dossiers qui peuvent être des dossiers dans lesquels on va trouver à la fois tous les éléments d'un dossier de commande, de l'appel d'offres, tous les éléments du PV de livraison, de la réalisation des livrables ou des réceptions des différentes machines, voire quand on est sur des prestations de maintenance, sur du matériel, toutes les opérations de maintenance qu'il y a et toutes les factures qui sont associées, tous les courriers clients pour avoir un guichet unique à partir que ce soit d'un client, d'une affaire, d'une opération, d'un matériel, de pouvoir avoir l'ensemble des éléments documentaires rattachés à cette entité. Donc la dématérialisation des flux d'échange a été faite sur un projet donc, qui a nécessité l'activation de l'ensemble des différents concepts matériels qu'on a vus. Là encore, je vous renverrai sur l'étude de cas InVivo qui a été fait, où on a un monsieur Nicolas Chavaroche qui témoigne. Et aujourd'hui, je vous invite à regarder ce paragraphe et ce qu'il dit à un niveau-là, mais pour lui, la transformation numérique d'une entreprise implique naturellement une réflexion sur la réorganisation interne à tous les niveaux pour que chacun se prépare à non plus manipuler du papier, mais à interagir avec une application.
Ça se fait d'une manière, on l'a fait dans le cadre d'Invivo d'une manière souple et rapide, avec la fameuse loi du tout ou rien, parce que quand on démarre un projet, on ne peut pas avoir un double flux papier et puis électronique d'un côté. Ça a été un facteur clé de succès de pouvoir très vite avoir des ambitions mesurées au début, mais au moins de passer au tout électronique sur une partie du process pour être sûr qu'il puisse s'initier et déjà communiquer et impliquer chaque acteur dans dans cette nouvelle répartition des tâches qui auront lieu, qui sont liées donc à ce processus de dématérialisation. Je vous invite à le lire, il est très court, il y a 3 pages, et à découvrir ce retour d'expérience donc de ce client phare qui a mené cette démarche à grande échelle, puisqu'aujourd'hui il y a plus de 1000 utilisateurs qui sont impliqués dans les tâches de dématérialisation ou de validation des processus de facture. Alors, on parlait de concepts et d'outils. Bien sûr, quand on parle de dématérialisation, on va démarrer de la numérisation, alors, qui est une tâche qui tend quelque part à disparaître parce qu'on reçoit de plus en plus de documents déjà numérisés, déjà un format électronique. Et de toute façon, il va falloir récupérer de ces documents tout un ensemble d'informations autour des outils d'OCR, qui est Optical Character Reconnaissance, donc la reconnaissance optique des caractères, la lecture automatique d'un document pour aller chercher des informations dans le document, ou la reconnaissance automatique d'un document, qui est, si c'est un document, si c'est un courrier, une facture ou une quittance de loyer, par exemple, de stocker ces documents, de faire interagir toute une organisation autour du document pour faciliter la prise de décision et enfin de sécuriser l'information ou pour l'injecter dans le RP ou pour donner une valeur probante au document que l'on va garder d'une manière électronique. Alors une fois qu'on a vu ces différentes étapes qui sont l'étape d'un projet de dématérialisation quand on aborde d'un point de vue outil et pas non plus organisationnel, la première étape donc c'est la partie dématérialisation qui va permettre de numériser le document et de transformer une image PDF en un document PDF avec l'ensemble du texte qui va permettre de faire la recherche plein texte sur un document et de pouvoir déjà faciliter le classement du document, savoir si c'est une facture, un courrier ou autre. La LADRAD qui va permettre d'aller capter dans ces documents des informations utiles, par exemple un montant de facture, la raison du litige, la référence du fournisseur, la référence de la commande d'achat initiale, des dates de facture, tout un ensemble d'éléments qui peuvent aller jusqu'à même permettre de pouvoir directement enregistrer l'écriture comptable. Donc quand on regarde cette partie dématérialisation, numérisation, on part d'une image qui va être votre PDF ou le résultat de votre scan. Première étape, donc ça va être de pouvoir mettre une étiquette ou un code barre ou initier le document pour pouvoir ensuite l'indexer, lui donner un numéro d'ordre dans la GED, supprimer les pages blanches. Quand on a fait une numérisation en masse où j'ai mis les 50 factures reçues et les 25 courriers reçus ce matin, je fais un seul lot de scan où j'ai donc un document PDF qui est issu de mon appareil multifonction avec une 60aine de pages. Je vais supprimer les pages blanches, je vais redécouper mes documents en fonction des codes barres ou des étiquettes que j'ai mis, ce qui me permet d'avoir autant de documents unitaires que je n'ai de documents reçus papier. Et ensuite, je fais passer l'OCR et la LADRAD, ce qui me permet d'avoir à la fois, bien sûr, le PDF et l'ensemble des données relatives dans ce document-là. À partir de ces données-là, je vais pouvoir gérer avec la LADRAD et récupérer les données que j'aurais récupérées dans le document. Donc, l'adresse, les numéros de téléphone, les montants totaux, les montants TTC, etc., que je vais pouvoir stocker dans la GED pour après pouvoir les injecter, on verra tout à l'heure, dans le système d'information. Donc, OCR et LADRAD, c'est l'initialisation du processus de dématérialisation où on va transformer un document en une somme d'informations et de données que je vais pouvoir injecter dans la GED après. Ensuite, on a les outils de type EDI, où là, c'est un aspect particulier parce qu'on reçoit déjà les éléments complètement dématérialisés et déjà un format électronique. Donc, à ce stade-là, que ce soit un document papier, un document, un email ou autre, ou de l'EDI, on va être capable d'injecter dans la GED un PDF qui est le document source qu'on aura même pu régénérer à partir de données de l'EDI, les documents, les métadonnées de documents, c'est-à-dire les références fournisseurs, demande d'achat, la date, le type de document, à qui il est le client,
les montants TTC, éventuellement des rubriques analytiques si c'est des informations que je peux déduire de ces documentations papier. Et je vais les stocker dans la GED et les indexer par rapport à un référentiel de données que j'aurai récupéré de mon système d'information. C'est-à-dire que si j'ai une facture d'un fournisseur, que le fournisseur ait un numéro de fournisseur 98 02 33, et bien dans mon système d'information, je sais que le 98 02 33, c'est le fournisseur Dupont qui est attaché à tel compte comptable dans ma comptabilité de telle société. Une fois que j'ai fait ces éléments-là, ben, je vais avoir dans la GED toute la partie processus collaboratif d'échange, de validation et du document ou de renseignement des données complémentaires de ce document qui vont me permettre d'injecter les métadonnées dans le système d'information pour, par exemple, faire une saisie de données comptables, mais aussi pouvoir renvoyer automatiquement le document enrichi d'informations pour, par exemple, dire au fournisseur, monsieur, nous avons bien reçu votre facture qui est conforme et qui vous sera réglée à partir de telle date, qui est peut-être une information que je peux envoyer et mettre à disposition, ou monsieur le client, nous avons bien reçu votre bon de commande et nous sommes en situation de pouvoir l'avoir enregistrée et pouvoir la planifier, par exemple. Donc cette notion d'aller-retour et de remise à disposition d'informations à partir de la GED. Voilà aujourd'hui les différents outils, et quand vous menez un projet de GED, et bien vous verrez qu'il y a des fonctions d'OCR, des fonctions de la DRAD, éventuellement des fonctions d'EDI, des fonctions de GED, de processus, de stockage, de signature électronique de documents, d'échange avec le système d'information et de publication. Et tous ces concepts-là seront à mettre en face d'une organisation humaine parce que chacune de ces étapes va permettre à une personne de mieux prendre une décision concernant son niveau de responsabilité. Alors, au niveau d'une illustration de cas d'usage, aujourd'hui, un portail une GED collaborative, c'est avant tout un portail dans lequel je vais pouvoir retrouver l'ensemble des éléments relatifs à mon niveau de responsabilité. Donc, toutes les tâches que j'ai à faire, à valider, les nouveaux clients, les encours, etc. Le détail des tâches pour lesquelles je suis sollicité et sur lesquelles il faut que j'intervienne. Les derniers documents créés qui peuvent m'intéresser ou pas par rapport à des abonnements. Donc là, cette notion d'être informé, proactif, la GED m'apporte un outil de productivité personnelle qui permet de sélectionner différentes notes. Et on verra que bien sûr des widgets dans lesquels je peux aller chercher, rattacher des documents, injecter des documents dans la GED, on le verra tout à l'heure. Et un plan de classement intelligent, un PCI, c'est un jargon, plan de classement intelligent, qui va me permettre de pouvoir présenter l'information telle que j'ai. Bien sûr, ce portail qui est conforme à l'ergonomie des utilisateurs, que les utilisateurs Windows connaissent bien maintenant, je vais pouvoir me le personnaliser, moi en tant qu'utilisateur, et pouvoir choisir dans tout un ensemble d'options des informations. Là, on retrouve le plan de classement intelligent, le PCI, parce que je pourrais avoir deux plans de classement sur une vue métier et une vue calendaire, par exemple, ou pouvoir modifier la présentation et déplacer une information par rapport à une autre pour pouvoir aménager mon écran en fonction des priorités de travail. Donc voilà, cette notion de GED collaborative rentre naturellement dans une notion d'organisation interne pour pouvoir prioriser les tâches et mettre à jour les tâches. L'autre chose que si l'outil me redonne la main, voilà. Donc si on regarde une personne qui va pouvoir par exemple aller voir sur ses encours deux tâches d'encours, c'est les joies du direct, je ne vais pas y arriver, mais comme je suis tenace, voilà. Donc quand on est sur une fonction ou une personne, on va voir qu'on va pouvoir sur un autre exemple aller chercher depuis ma directory, aller mettre donc un courrier départ, donc un document que j'ai préparé dans
sur mon bureau, je vais aller les mettre dans la JET directement. Automatiquement, je vais initier un workflow, mais je vais d'abord compléter les métadonnées avec, par exemple, le titre de ce document que je vais aller saisir. Donc, je vais pouvoir le définir. Comme on verra tout à l'heure, je vais pouvoir en renseigner le contact à qui je vais envoyer ce document pour qu'il puisse être validé. Donner des priorités importantes, normales, particulières, saisir les quelques informations nécessaires pour que je puisse initier le workflow d'un courrier. Donc en tant que Louis Hunter, je vais demander donc à générer cette information, et à mon niveau, j'ai terminé donc ma tâche et je vais passer à une autre étape. Quand j'aurai bien, je vais voir que dans mon tableau de bord, j'ai donc eu une information qui a été changée. Et là, je vais pouvoir retrouver l'information, mon courrier que je viens de préparer par rapport à ça et lui donner une vie. Tout va bien, ce courrier, il a bien un circuit de validation, une initiation. Si je change d'utilisateur et je deviens Julie Ferrat, comme on le voit en haut, elle a reçu un ordre de validation. Elle a 2 documents à valider, donc ça a été fait il y a 2 minutes. Elle reçoit l'information, elle va le regarder et puis elle va pouvoir le valider parce qu'il lui semble complètement conforme aux éléments. À ce moment-là, ce document il va être envoyé à une 3e personne qui, elle, est en mobilité, qui va ouvrir son iPhone. Elle a 2 nouveaux documents à travailler, et effectivement, donc, il y a la déclaration de vérification de service régulier qui est à faire. Donc j'en prends connaissance, je regarde, ça me semble tout à fait conforme à la procédure qui est la même, qui est la nôtre. Donc je vais valider ce courrier pour qu'il puisse suivre et continuer cette vie. Là, les joies du smartphone permettent de rapidement pouvoir dire « OK pour moi », voilà, ça a été enregistré et je vais pouvoir libérer le document pour qu'il puisse suivre son cycle de vie. Donc là, on se rend compte que on a été extrêmement vite, puisqu'on vient quand même de faire travailler 3 personnes en même temps autour d'un même document et de 2 nouveaux dossiers. J'en ai plus qu'un à faire en tant qu'Éric Rufflard sur mon cas école pour la validation de ce document. J'ai donc moi un document en tant que Julia Ferrard. Maintenant, j'ai un document à valider dans lequel je vais rentrer suivant le processus. Yves Missot, lui, qui a reçu le document, puis qui était à l'origine de la demande, va donc ouvrir le courrier qui a été préparé pour pouvoir le signer. Et là, on va rentrer dans une autre fonction d'une dématérialisation au moins de courrier, mais qui est exactement la même chose sur une facture. C'est une fonction de signature électronique qui nécessite de passer sur un outil particulier, une gamme d'outils particulière, puisque là, je vais donner une valeur probante à mon document. Ce qui me permet, là on parle d'un courrier, mais ça pourrait être un contrat sur lequel je veux être sûr que ce contrat dans ma GED, il puisse plus être modifié, mais ça peut être une facture à laquelle on va demander une valeur probante jusqu'à 10 ans, qu'on va pouvoir stocker et garder, et cette facture, on pourra donner par le biais des signatures électroniques, donner l'assurance que techniquement, le document n'a pas pu être modifié entre le moment où il a été enregistré et signé. Donc voilà, là, Yves Missot va pouvoir stocker une signature qui n'est autre qu'une image à ce moment-là, mais ça peut suffire dans un grand nombre de temps pour dire ce document a été signé. Si je dois le rematérialiser, ce document, il aura une signature et puis lui appliquer une signature électronique comme on vient de voir sur l'état. Et donc ma déclaration de signature de vérification de service régulier a été définie. Elle a été signée, je n'ai plus de document à la signature et mon processus est terminé. Le document il va être stocké, expédié par mail automatiquement aux personnes qui sont susceptibles de le recevoir, en l'occurrence notre interlocuteur. Donc voilà un ensemble d'informations. Le document va pouvoir être expédié ou envoyé par email ou autre. Donc c'est un courrier, une réponse à un courrier, mais si ça avait été une facture, on est exactement dans le même cas. Je reçois une facture, je dois la faire valider à une personne ou à l'autre pour pouvoir suivre ce circuit de validation et pouvoir enrichir le document de tout un ensemble de jalons qui vont permettre de tracer
qui a validé quoi et qui a fait quoi sur le document ou sur la facture. Voilà ce que... Pardon. Ah, je suis en train de redémarrer. Pardon, j'avais pas du tout dans le bon sens. J'ai ma souris à l'envers. Donc, ce qui peut être dit aujourd'hui au niveau de l'ergonomie, donc on se rend compte qu'on a un portail qui est avec une ergonomie très orientée Windows et très intuitif pour l'utilisateur, qui va le canaliser dans ses tâches. Une interface de mobilité dans laquelle on va retrouver exactement les mêmes fonctions, mais présentées d'une manière beaucoup plus facile pour pouvoir être traité en mobilité. Et puis la partie sécurisation d'un document, ça va pouvoir lui donner une valeur probante grâce à la signature électronique. Une interface pour chaque usage, puisque à partir du moment où on parle d'un projet de dématérialisation, ben, on va être sur des gens qui vont être en déplacement sur le mobile, sur une tablette en week-end, éventuellement, même si on a un droit à la, comment dire, j'ai perdu le terme, à l'arrêt de tout travail, ou sur une tablette donc pour en mobilité. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur ces concepts aujourd'hui de projets de dématérialisation qui nous semblent importants à la fois de démystifier, de vulgariser pour pouvoir appréhender un projet dans toutes son scope de compétences techniques, métiers et organisationnelles qu'il faut pouvoir activer pour pouvoir mener un projet à bien. Merci beaucoup de votre attention. Merci Patrick. On a déjà, alors vous pouvez poser vos questions à partir du chat. Et on a déjà une première question. Donc, est-ce qu'on peut, à partir de cette application, avoir une connexion avec Office 365 et notamment avec la messagerie Outlook? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Patrick, sur cette question? Alors oui, oui, en effet, c'est important. On se rend compte aujourd'hui que, bien sûr, les documents, et je l'ai dit d'ailleurs dans la première partie, qu'une grosse partie des informations qui sont reçues par les collaborateurs aujourd'hui sont reçues par les adresses, par la messagerie. Donc, il est indispensable d'avoir une interaction naturelle et native entre la messagerie et une gestion électronique de documents. Et en effet, par exemple, Elise, mais comme beaucoup d'autres, mais Archimède Knowledge, a beaucoup investi là-dessus, sur cette intégration entre Office 365 à la fois sur la partie messagerie, mais aussi tous les outils bureautiques liés à Office 365 ou au pack Office pour pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, constituer, modifier un document Word depuis la GED et pouvoir l'enregistrer et enrichir ce document sans avoir à changer d'espace et de cadre de travail. Mais pareil, quand je vais recevoir un mail, je vais pouvoir, depuis ma messagerie, donc dire ce que je veux stocker dans ce mail. Est-ce que je veux stocker le corps du mail, la pièce rattachée numéro 1, 2 ou 3, tout ou partie de ces éléments-là que je vais pouvoir stocker dans la GED. Parce que parfois, il y a autant d'informations dans le corps du mail que dans les documents qui sont attachés. Le fait de pouvoir et c'est une des caractéristiques de la GED Elise, c'est que ça s'appelle est qualifié de gestion électronique de documents dense, dans le sens où dans un document Elise, on peut avoir plusieurs pièces rattachées. Parce que, par exemple, dans un document Elise qui pourrait être un mail, je vais avoir dans ce document le corps du mail et les 3 pièces rattachées, par exemple, de ce mail-là, qui sont rattachées. Donc, en effet, il y a bien une intégration native et naturelle entre Office 365 et Outlook dans ce cas-là. C'est aussi essentiel en mobilité de fait, quoi. Très bien, merci Patrick. Donc, merci pour toutes ces informations et pour donc la présentation des différentes fonctionnalités d'Elise, en tout cas d'une partie. Donc, on remercie également tous les participants. On espère vous revoir très bientôt à nos prochains webinaires. Donc, on vous communiquera les prochaines dates que nous sommes en train de fixer. Vous pouvez aussi nous suivre donc, sur LinkedIn, donc sur nos actualités, sur le décisionnel et le collaboratif. Et également, vous pourrez avoir accès à tous les replays de nos webinaires donc sur notre chaîne YouTube, donc Bellara Numérique. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Et à très bientôt à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.